tous, c'est la suite de l'émission L'heure de la Side. Il manque Raphaël, il manque mais Raphaël qui est pas là, mais c'est pas grave, il est là. il est avec nous Psychologiquement, il est avec nous. dans l'esprit, il est là. Voilà, je te laisse te présenter, Emric, pour ceux qui te connaissent pas. On avait déjà fait les présentations aux premiers épisodes, mais c'est vrai qu'il date un petit peu. Bien sûr, faut rappeler. On avait bien démarré, et puis après on est tous un peu pressés, on a pas mal de choses à faire. Donc du coup, Emric Pradine, athlète de bras de fer sportif, professionnel. Et, Septième mondial, ouais, au East versus West, puis kinésithérapeute dans la vie. Et aussi, oui, je suis vice-président de la FF Force et je suis en charge du bras de fer sportif au sein de la FF Force. Tout à fait. Pour me présenter, c'est Ahmed Darmuzier, membre de l'équipe de France de bras de fer sportif, coach sportif dans la vie professionnelle et membre de la commission sportive nationale du bras de fer sportif. Que je préside. Que M. Pradine préside. Donc aujourd'hui, on va aborder différents sujets. Pour l'heure de la side. Deuxième épisode. Troisième épisode. Troisième, ouais. Attends, on en avait fait deux. Ouais, on en a fait deux. On est très chaud. 3 en 6 mois, voilà, c'est pas mal. C'est un bon rythme. C'est un bon petit rythme. Le sujet principal va être bien sûr le combat de Emric samedi. Combat très important. Matt Mask, voilà, un très beau challenger. On va discuter de ça. On va faire quelques pronostics. Ouais, on va discuter de la carte et des combats. Ouais. C'est surtout Emric le spécialiste, mais voilà, on va essayer de. On va voir si j'ai réussi mes pronos. Quoi. Ouais, on va en discuter. Et aussi, comme vous savez, moi pour ma part, avec Raphaël, on a lancé la marque Armes Légende. On va dire quelques mots dessus aussi. On sera présent au FIBO qui est en fait juxtaposé, on va dire, qui est lié au Est versus West. C'est plus ou moins, on va dire, en termes de distance, c'est pas loin les deux événements et ce sera plus ou moins les mêmes jours. Donc voilà, ça c'est une grande première pour nous, pour la marque Armes Légende aussi. Ouais, les nombreux Français qui seront là au East versus West, si vous avez l'occasion de passer au FIBO, qui est déjà le plus grand salon de fitness d'Europe et un des plus grands salons du monde, Armes Légende sera là, donc passez voir le stand d'Armes Légende, nous voir aussi, puisque nous, il y aura la conférence de presse du East versus West se passera au FIBO. Donc tous les athlètes du East versus West aussi seront présents au FIBO. Vendredi, il me semble, la conférence de presse. C'est vendredi. Donc tous les athlètes seront là. Donc j'ai vu sur le planning, je pense que on part vers le FIBO vers 14h, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je regarde le planning. Donc tous les athlètes, on a une navette qui part de l'hôtel, organisation, et on va se déplacer dans le FIBO. Et après, il y a la conférence de presse au FIBO. Et je pense qu'il y aura pas mal d'athlètes aussi qui vont passer au stand Armes Légende. Et tu as dit, il y a le concours de curl aussi sur le stand. Oui, sur le concours, bon, j'aime pas ce terme. Concours, je pense au concours de beauté à chaque fois. Même si bon, c'est pas que pour ça. Non, on va peut-être organiser un petit événement avec la plateforme. Il y aura la plateforme. On vendra principalement les barres de curl. Donc, ce serait bien d'organiser un petit événement avec la barre de curl que les gens pourront essayer avec la plateforme. Et si on a le temps, pourquoi pas organiser un petit événement, c'est ça. Petite compétition peut-être. On verra. Et oui, que je te laisse commencer les pronos, mais les pronostics. On va parler de la carte. On va regarder la carte, on va prendre par ordre. Vas-y, on va faire ça. Mais c'est quoi ton combat là que t'attends le plus? Le combat en dehors du mien, bien entendu. T'intéresse le plus. En dehors du mien. Non, mais en dehors du mien. Non, après, vous savez que moi, mon bras le plus fort, c'est le bras gauche. Donc, le combat que j'attends le plus, c'est Morozov-Muratov. Ça va être très très gros combat. Sans doute parmi les deux meilleurs bras gauche du monde, si on rajoute la Létine dedans. Donc là, ouais, combat très attendu, Muratov-Morozov. Pour moi, Muratov favori.
ne serait-ce que par le historique. Ils se connaissent bien. Après, il faut voir si... puis ils sont tous les deux kazakhs, hein. Ils ont eu l'habitude de s'entraîner ensemble. Je pense qu'en hook, si Muratov arrive à ce setup comme il veut, je pense qu'il est au-dessus. Morozov a tout ce qu'il faut pour pouvoir aussi le gêner. Hein, tu vois, il est puissant, il s'est bloqué, on l'a vu contre la Létine. Il pourrait garder le combat en haut, pouvoir gêner sur la main Muratov, et que Muratov perde un petit peu le centre, n'arrive pas à bien se placer. Après, autre chose, c'est que Morozov est plutôt assez lent, mine de rien. On l'a vu contre la Létine, il perd souvent le centre. Et je pense que s'il ne prend pas le centre à Muratov, ça risque d'être compliqué. Mais ouais, pour moi, ça sera un match serré, mais avec Muratov un petit peu favori, je dirais 55-45. Puis après, il y a le delta de poids, hein, puisqu'on oublie que Muratov est complètement. Il est vraiment incroyable. Rapport poids-puissance, voilà, il va faire 105-106. Tu as en face Morozov, qui est un des meilleurs poids lourds du monde, qui va faire 135-140. Mais malgré ça, je mets Muratov favori tellement qu'il est exceptionnel. Mais ça peut basculer aussi de l'autre côté. Hein. Je ne serais pas surpris que Morozov remporte ce combat aussi. Il nous a habitués aussi, Muratov, à battre les gros. Ça. Exact. Et du coup, on se dit qu'il va rebattre un gros, quoi. Et sachant, c'est intéressant ce combat aussi, parce que, bon, pour moi qui arrive à bien suivre tout le monde russophone, entre guillemets, ouais. Tu sens une animosité entre les deux. Ouais, avant ils étaient un peu potes, ils faisaient des vidéos ensemble. Mais même en étant potes, tu sentais que voilà, il y avait une certaine distance. Mais là, tu sens que j'ai pas l'impression qu'ils s'aiment, les deux. Et du coup, ça va rajouter, je pense, il y a de l'enjeu, de la rage, entre guillemets. C'est pas juste un combat de sport, peut-être. À moi qui nous ont fait tout ça pour faire du cinéma. Ouais, ce serait possible, hein. Il y en a, ils le font. On voit ça dans les MMA. Ouais, D'autres combats, Aymeric? Bah ouais, après on va continuer la suite. Donc je dirais, toi aussi, tu es d'accord avec moi, Muratov? 100%. Alors on part pour un Muratov. Ensuite, autre combat très intéressant, bras gauche encore, puisque il y a 3 gros combats à bras gauche du niveau mondial. et je dirais, par contre, ouais, l'autre gros combat, Betkili contre Babayev. Oui. Magnifique en moins de 95. Ça va hookey fort. Ouais, ça va hookey fort. Je dirais Betkili pour moi. Il a montré de belles choses bras gauche. Babayev aussi, hein, très fort. Bras gauche, c'est quand même son bras droit le plus fort, alors que Betkili, c'est quand même le bras gauche qui est quand même plus fort pour lui. C'est ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence. On voit que Babayev, quand il est stoppé, c'est plus compliqué, surtout du bras gauche. À droite, il a plus de ressources. À gauche, quand le combat est arrêté, il a plus de difficultés, plus explosif. Il va prendre sûrement l'avantage au start sur Betkili. Mais je vois bien Betkili l'arrêter à un moment donné. Et si je pense que le combat s'arrête, même si Betkili perd le centre, il aura plus d'endurance et plus de ressources pour battre Babayev. Ça, c'est mon analyse. Donc je mettrai Betkili en premier. D'autant que Betkili, même si Babayev est monstrueux, c'est pas les mêmes gabarits. Betkili, c'est quelqu'un qui cut pour être à 95, mais naturellement, c'est un mec à 105, voire plus. Hein. C'est un mec qui est vraiment grand avec des gros leviers, une ossature presque de poids lourd en fait, hein, pour Betkili, mais il reste un physique très optimisé pour le bras de fer, donc il reste dans des catégories 95-105. Alors que Babayev, lui, est vraiment, il est vraiment au max déjà. C'est plutôt un mec qui a fait, tu vois, toute sa carrière entre 80 et 85. Maintenant, il combat à 95, 100. Mais voilà. Puis après, c'est ancienne génération, jeune génération aussi. C'est ça, c'est pas le Babayev qu'on a connu aussi. C'est peut-être pas, on ne sait pas son niveau. C'est vrai qu'il est revenu, il a eu son pic, son prime, je pense qu'il était avant. Est-ce qu'il revient à son prime là maintenant? On ne sait pas trop son niveau de forme. Alors que Betkili, voilà, il est en pleine ascension. Donc moi, il avait perdu son dernier combat, Betkili. Betkili, il me semble pas, le dernier. C'était contre qui le dernier? Ah si, il a perdu contre Petrenko. Oui, il a perdu. Du coup, là, il a un soif de revanche. Donc exactement. Ça ajoute de l'enjeu pour lui. Ça ajoute l'enjeu. Mais je vois bien Betkili comme favori. Donc ouais, Betkili pour moi. Je suis d'accord avec toi. Je dirais même un peu plus de marge. Je dirais toujours 55-45. Je dirais bien 3-1, 3-2. Ouais, 3-1 on va dire. Je pense pour Betkili. Gros combat aussi. Avec cette configuration, je dirais Betkili aussi. Ça sera le combat juste
juste avant, je ne vais pas pouvoir le voir, malheureusement, en direct en tout cas, puisque là je serai déjà en train de m'échauffer, de me préparer mentalement. J'achèterai un pay-per-view, c'est pas Ouais, grave. bon, je l'ai de toute manière, hein, donc j'ai l'abonnement à l'année moi, donc ça va, donc je verrai tout ça quoi. Soutenez Bah, Esther Sud-Ouest, les gars, c'est ça. abonnez-vous. L'argent, c'est pour développer le bras de fer, hein. Exact. C'est le nerf de la guerre, les gars. Tu as un autre combat aussi qui est intéressant, c'est Dave Sheffi et Matushenko. Ah, intéressant. Ouais. Ça va sider fort. Ça va sider fort. Matushenko, le poignet, c'est peut-être le poignet qui fera la différence. Donc tu Mais suis un peu plus, tu vois, les à infos voir. russophones. Il est en forme là, Matushenko là. Il a l'air pas mal, ouais. Ouais, J'ai vu ces vidéos avec, Ouais. avec la Létine. Mhm. Ça discutait. Il disait il y avait des blessures qu'il a eues, qu'il a plus trop. Et ça a l'air il a l'air d'être pas mal, ouais. Ouais, beau combat. Après, bon, Matushenko techniquement est très au-dessus de Dave Sheffi. Dave Sheffi là, malgré sa puissance, il est là hein, dans la catégorie, surtout en 115. Maintenant, il optimise la catégorie. Avant, il était en super lourd. Maintenant, Oui, il il a est arrêté il est d'être en avec lourd. les lourds, ouais. Il est vraiment, en termes de puissance, vraiment au top de la catégorie. Ça va être compliqué au niveau du style, tu vois, pour Matushenko d'arriver à. Bah, il va rentrer dans le bras de Dave Sheffi, donc ça va être compliqué. Peut-être prendre la pronation. Ouais, il va peut-être sur. Ouais, s'il y Parce arrive, qu'il cup fort, il cup fort, il est rapide. Dave Sheffi est plutôt assez lent, mais il est très rigide. Il faut voir si Matushenko a la capacité de rentrer et de bloquer un petit peu le jeu à Sheffi. Moi, je pense qu'il potentiellement. Allez, je vais prendre un. Ouais, quoique on l'a vu avec contre Kanishenko un petit peu en difficulté, tu vois, dans le hook, quand Kanishenko est rentré, mine de rien. Alors, Kanishenko, c'est pas un hooker de base sur ces Il catégories-là. n'était pas aussi en forme que maintenant. Peut-être, Ouais. peut-être. De souvenir, il avait dit qu'il était blessé à ce moment-là. Ouais, moi, je vois Sheffi favori, mais Matushenko, si il bloque, s'il arrive à bloquer Sheffi, en partant vite, parce que Sheffi est plutôt lent, à l'amener loin en deep hook et essayer d'aller, tu vois, chercher la pronation de Sheffi et de pouvoir bloquer, tu vois, verrouiller, bloquer ligamentaire, être bien verrouillé et suffisamment le fatiguer, tu vois, que Sheffi mette plusieurs hits à finir le combat. Et ils doivent travailler. Sheffi va peut-être gagner le premier round, le deuxième. S'il y a deux combats durs, je pense qu'après, ça sera pour Matushenko. Dave Sheffi se fatigue vite, peu donne d'endurance. gagnant qui, du coup? Ça va dépendre du contexte, de ce qu'arrive à faire Matushenko. De base, moi je mets Sheffi, favori. Mais Matushenko peut très bien, s'il arrive, comme je te dis, à setup Sheffi loin et arrive, ne serait-ce qu'à le ralentir et que ça soit la guerre, au moins sur le premier combat, je pense qu'il peut finir par gagner un 3-2. Soit c'est Sheffi qui va gagner plus ou moins un 3-0, tu vois, 3-1 peut-être à la fin, tu vois, où il peut revenir. Soit on aura une vraie guerre, un 3-2 vraiment serré, tu vois, 2-0, puis après 2-2 jusque 3, ça peut être vraiment un combat très intéressant, quoi. Je pense que tu as tout dit, juste pour pour la beauté du geste. J'espère que c'est Matushenko qui va gagner. Ça, c'est pour le bras de fer qu'il a. Ça, c'est propre. Après, ouais, oui, Prenons peut-être la pronation avec la vitesse, en enroulant bien. Peut-être. stylistiquement, Après, c'est sûr que c'est un combat serré, bien sûr, potentiellement. quand tu aimes le bras de fer, j'aurais préféré Matushenko. Quand tu aimes le beau bras de fer, Matushenko, c'est la classe, quoi. C'est un des meilleurs hookers du monde. Techniquement, c'est magnifique à voir. Dave Sheffi, ouais, c'est magnifique d'une autre manière. C'est plus brut, quoi. Tu vois, ça pousse fort, mais pure side, quoi. techniquement, il y a mieux pour Sheffi, mais ouais, il est impressionnant physiquement, Dave Sheffi, quoi. C'est ça. La suite, la suite. On a Leonidas contre Brian Shaw. Il n'y a pas de débat. Je pense que Leonidas il va gagner pour la main. Il n'est pas prêt encore, Brian Shaw, selon moi. Ouais. Leonidas, il a quand même, ça fait un moment là qu'il fait du bras de fer. Il a démontré une certaine puissance, un petit savoir-faire, on va dire, c'est qui va faire la différence. Surtout là récemment, je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu un sparring avec Kanishenko. Il m'a impressionné, Leonidas. Pas forcément parce qu'il est fort, on le savait, mais là il bouge vraiment beaucoup mieux sur la table. Tu vois. Oui, vraiment, il connecte plus. Ça commence à ressembler à du beau bras de fer, et en plus on connaît sa force, tu vois, donc il va commencer à la connecter. Et je pense que Brian Shaw, il n'est pas du tout à ce stade-là pour l'instant. Tu vois. Il sera un peu plus perdu, Brian Shaw. Ouais, je pense que ça va être plus compliqué là. C'est un petit peu tôt pour lui, mais bon,
Après, d'un côté aussi, il faut rendre crédit à Brian Shaw. C'est qu'en étant aussi populaire, venant de notre sport, en étant, tu vois, l'homme le plus fort du monde, il pourrait choisir vraiment ses combats. Et il n'a pas choisi un combat facile. Ah, tu sens que Il le, n'a pas choisi un le- combat facile. tu sens que le bras de fer lui tient Ouais, à tiens, cœur et mais- qu'il veut s'investir. Ouais, mais, D'un point de vue sportif, je ouais, parle. mais là, il a vraiment pas peur de la défaite parce qu'il aurait pu choisir encore d'affronter un autre strongman qui débute la discipline comme ils ont déjà fait. Là, il choisit, effectivement, c'est pas le meilleur ferriste de l'histoire, hein, Leonidas, loin de là, mais c'est quand même déjà quelqu'un d'aguerri, qui est très puissant. Et, euh, et ouais, il est en risque, en fait, Brian Shaw. C'est vraiment, pour moi, c'est pas du tout le favori, hein, même si si les fans mettent Brian Shaw favori, parce qu'il a juste plus de followers, mais quand tu connais le bras de fer, c'est pas du tout le favori de ce combat-là. Et chapeau à lui, hein, c'est qu'il il se met en risque. Et donc, Après, du coup, c'est un beau c'est un- combat de transition pour Oui. lui. S'il gagne, Léonidas, on va dire, il a un pied entre C'est ça. bon niveau féristique et entre ancien ça. entre guillemets, Mhm. homme des sports de force, quoi. Ouais, c'est un premier test pour lui, sans aller chercher vraiment le haut niveau de la catégorie. Ça lui permet de. Voilà, parce que tous les deux ne sont pas rankés, hein, en fait. Hein. Ils ne C'est sont ça. pas de ranking. Il faut savoir, ils sont là parce qu'ils apportent de la fame, hein, au sport. Et tant mieux, hein, d'ailleurs, quelque part. Hein. On n'est pas contre. Hein. Mais ouais, ils sont poussés en avant par l'organisation parce que ça fait du pay-per-view et ça fait de l'exposition sur la discipline. Puis c'est deux gars qui s'entraînent sérieusement et qui font quand même qui savent faire du bras de fer, même si c'est pas encore le haut niveau, mais puis c'est deux monstres physiques aussi, hein. Ça, il faut le dire. Hein. Donc on a envie de voir ce combat-là. Tout à fait. Et en parlant de Léonidas Arcona et de Brian Shaw, surtout de Léonidas, on sait qu'il pratique le strict curl C'est vrai. et le curl. Il Il fait beaucoup de vidéos, il soulève énormément. il fait des barres de fou furieux. Hein. C'est ça, tu sens qu'il est intéressé, il a une sensibilité par rapport au curl. Et sachant que nous, on fait un événement lié au strict curl et aux barres de curl, ce serait bien que ça aurait été super qu'il vienne Je pense que je vais essayer. Je vais discuter avec lui. Je pense ce serait intéressant même de voir Brian Shaw sur la plateforme avec la Tout à barre. fait. Ça peut être intéressant. Alors, c'est vrai qu'avant la compétition, c'est compliqué, ils vont pas faire des PR, mais ne serait-ce qu'essayer la barre, je pense qu'ils pourront. Tu vois. On sera là dimanche aussi. Ouais. Hein. C'est vrai qu'ils pourraient venir dimanche après. Après, tout dépend du combat derrière. Effectivement, ouais, ils pourraient. S'ils viennent dimanche. On sera là vendredi, samedi, dimanche. Je serai au stand, les gars, au FIBO. Je pense qu'il y a peut-être moyen. Ouais. Je pense qu'un mec comme Léonidas, ça le chaufferait bien. Si le combat est pas trop dur, comme je pense, à mon avis, qui devrait gagner Brian Shaw. Et Brian Shaw devrait pas être trop fatigué non plus. Peut-être qu'ils viendront faire du PR. Espérons que ça aille vite alors. PR, si vous voulez du beau show en street curl. Voilà, à mon avis, ça peut être intéressant. Ouais. C'est ça. Par contre, j'espère que tu as assez de poids, par contre, parce que là, ça va envoyer. Le principal, c'est qu'ils essayent j'aimerais bien avoir leur avis sur la barre. Ouais, ça serait leur avis et surtout leur avis positif sur la barre, ce serait magnifique pour nous jeunes entrepreneurs entre guillemets. Je te laisse Je vais sortir la blague, entrepreneur. restons concentrés. Restons concentrés. On va suivre, là, on était monté un petit peu, et dans l'ordre chronologique, on va redescendre parce qu'il y a. Makarov. Ouais, il y a Makarov et contre Tarasiatis, Mindaugas. Mindaugas, ouais, exactement. Ferriste incroyable aussi, lui. Ouais, ça va être intéressant. La dernière fois, c'était Arthur qui avait dominé. Je pense qu'Arthur reste favori, malgré tout. Mindaugas a fait des gros progrès, on l'a vu contre Daniel Prokopchuk. Maintenant, il est de plus en plus difficile à hooker. Mais la capacité de Makarov à hooker, vu son avantage physique qu'il a, dû à sa entre guillemets malformation, il a un avantage physiologique jeune qu'il a eu de naissance et qu'il a su développer grâce aux entraînements, qui lui donne quand même un gros avantage dans sa catégorie.
il a des mains de super lourd. Hein. Donc du coup, forcément, quand il va en catégorie, c'est poids léger, hein, il me semble. Moins C'est de lightweight, hein. 70, C'est lightweight la catégorie, 75, ouais. c'est ça. Donc c'est un avantage énorme dans ces catégories-là. Donc il a une faculté à hooker qui est incroyable. Et je pense que ouais. Après, il faudra voir si, pour Mindogas, il a fait augmenter son niveau de force. Parce que je pense que s'il est capable de résister à la side de Makarov, il peut y avoir match dans la main parce que Mindogas, il a quand même un tirage quand même exceptionnel. Mais ce qui lui manque pour Makarov, c'est peut-être d'être un peu plus solide sur les pronateurs, ça c'est une chose, mais c'est vraiment de pouvoir encaisser cette poussée. S'il subit à chaque fois la poussée, forcément, sa capacité à tirer ne sera pas du tout la même. Et être un peu plus fort sur le verrouillage du bras, hein, vraiment tu vois, du raw power pour Mindogas. C'est ce qui lui a manqué au premier combat. Est-ce que là il a progressé là-dessus? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est Makarov favori, quoi, clairement. Si Mindogas le remporte, ça sera une surprise. Mais clairement, pour moi, Makarov là-dessus. Je pense que c'est un combat très, très serré, ça c'est sûr. Après, j'aime tellement le style de Mindogas. Bon, après, c'est pas forcément parce que j'aime le style qui va gagner le Mindogas, mais on va dire, je serais plus favori pour Mindogas. Après, je suis assez d'accord sur ton analyse, Amric, par rapport à ce combat. Puis après, il y a un autre combat aussi intéressant, Samusha contre Teliatnik, Alexander. Manifestor. Ouais, Manifestor sur les réseaux. Il a bien level up, il était fort, hein, il a toujours été fort, mais là il est vraiment impressionnant. J'ai tiré avec lui il y a quelques années, je me souviens quoi, il était venu au France Europe, qu'on a organisé avec JC, big up à JC et le At The Moss. C'est ça. On avait fait un très bel événement. Monsieur Bohème. Ouais, on attend les vidéos. Petite dédicace, JC. Dédicace, JC. Il n'y a pas de souci. Elles viendront un jour, mais vous n'aurez que de la qualité. Le problème, c'est qu'en nous, JC, c'est que de la qualité. Ouais. Et du coup, ça attendra ce qu'il faut attendre. Mais elles sont là, pour ceux qui attendent les vidéos, elles sont quelque part. Il faut les monter. Et ça prend du temps, et ça prend aussi de l'argent et des compétences si on veut faire quelque chose de très qualitatif. Et c'est ce que veut faire JC. Donc ouais, il était passé, mais il a clairement un autre niveau aujourd'hui, hein, parce que moi j'avais pu tirer un petit peu avec lui à droite. Il était plus léger que maintenant, et nettement moins fort que ce qu'il est maintenant. Donc il progresse, après il est jeune, tu vois, il progresse. Il a été assez impressionnant contre Vlad, qui est un mec très très fort, hein, il ne faut pas le sous-coter. Vlad, il est vraiment impressionnant, c'est un gars plusieurs fois médaillé WAF, qui a fait des très belles compètes inter, qui est capable de taper des places aux Open aussi, dans les toutes catégories. C'est un mec vraiment impressionnant, poussé latéral, incroyable. Il sait tout faire, tu vois, Vlad il sait vraiment tout faire, et là tu vois qu'il a pas eu de solution, l'autre était vraiment au-dessus. Alors Vlad, c'est pas non plus Samusha, il est quand même au-dessus, hein, en termes même de palmarès, de tout, c'est pas le même niveau. Vlad n'est pas non plus très loin, c'est pas le niveau, donc là c'est un autre level pour Alexander. Mais récemment, Alexander a fait aussi une grosse perf. Il a battu Lamparelli en Italie. Ça m'a surpris. Il a une capacité à rentrer sur des top rollers. Après, Lamparelli dans le bras, quand tu le rentres dans le bras, il est fort, bien entendu, mais c'est pas là où il est le plus impressionnant. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Alexander soit capable de hooker un mec comme Lamparelli. C'est quand même assez impressionnant. Mais cette capacité-là, tu vois, à rentrer, ne va pas forcément l'aider contre Samusha. Ça. Tu vois, par exemple, moi, Samusha, je ne le vois pas du tout battre Lamparelli, jamais de la vie, tu vois, parce qu'il n'aura pas une capacité à se connecter contre un mec comme Lamparelli. Mais c'est pas pour autant que Alexander pouvant battre Lamparelli, Samusha moins, que l'autre va battre, parce que là, ça va se passer à l'intérieur, clairement, et là, la capacité qu'a Samusha à être endurant sur 7 rounds, puisque c'est un title shot, donc ça sera sur 7. On l'a vu revenir de situations incroyables. Il est très dur à descendre, il a des points très forts en bas.
Est-ce que Alexander trouvera la solution? Je sais pas, c'est un beau challenger pour lui, mais bon, après, pour moi, il ne faut pas parier contre Samocha. Mais ça fait 8 défenses de titre, 8, 9 8-9, ouais. Donc forcément, il est favori, donc clairement. Mais bon, est-ce que Alexander peut créer la surprise? Il en a le potentiel en tout cas. Est-ce que c'est trop tôt pour lui? Je sais pas. Mais combat intéressant à voir. Mais bon, pour moi, Samocha favori sans problème. C'est ça, c'est quand c'est pas trop manifestor téléethnique, il peut nous surprendre vu la puissance qu'il a démontrée. Comme tu as dit précédemment, techniquement, ça va peut-être pas forcément l'aider. Donc à voir les gars. C'est ce qui rend le match d'autant plus intéressant. Et après, il y a le jeune aussi, le Sudaf, là, Borman versus Robaken. Borman, pareil. Très il nous a surpris par la puissance, lui aussi. Très impressionnant. Lui, c'est vraiment. Il est jeune, hein, ce mec-là, il a 22-23. 22-23, il est encore espoir, je pense. Ça aurait été intéressant de le voir contre Rhino aussi, puisque là, il a mis tout le monde d'accord contre Schoolboy, donc ça, c'est bien. À droite. À droite, ouais. À gauche, il a perdu. À gauche, il a perdu. Mais bon, c'était quand même impressionnant parce que Schoolboy, c'est plutôt maintenant Schoolbus, hein, parce que là, c'est vraiment c'est plus le même. School bateau, là. Ouais, School bateau. Parce que le jeune, il fait 1m98 pour 135 kg. Porte-avions directement. Charles de Gaulle. Ouais, c'est ça. Et donc, Borman, vraiment très impressionnant. Le gars, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Il faut pas oublier, ça fait peut-être 3-4 ans qu'il fait du bras de fer vraiment à fond. C'est vraiment impressionnant. Il a commencé avec Ryan Bowen, non? C'est ça, en Australie. En Australie, ouais. Ouais, c'est un gars qui vit en Australie d'ailleurs. À Brisbane, ouais. Je sais pas s'il vit en Australie ou il vit en. Il vit sur les deux pays. Ouais, il vit sur les deux pays. Très très impressionnant. On l'a vu même au Exercice Ouest contre un autre américain, j'ai oublié le nom, qui est très puissant aussi. On voit déjà une maturité, une force incroyable. Beaucoup de poussées. Ouais, beaucoup de poussées, très fort partout. Il est vraiment impressionnant. Voilà. Robaken, normalement, je l'aurais mis perdant, 100%. Mais là, il a fait des progrès sur un King's Move bien dégueulasse, qui pourrait gêner notre jeune ami Borman. C'est particulier, le King's Move. Il a l'air de bien le maîtriser maintenant, Robaken, ce qu'il n'avait pas avant. Il faisait des flop press pas terribles, et il avait un demi, c'était pas vraiment un King's Move qu'il maîtrisait. Là, il arrive à avoir un bon blocage, là. Avec le temps, ça vient. Il a pris l'exemple sur les meilleurs. Il a pris l'exemple sur Devon, ça commence à être pas mal. Mais je pense qu'il va gagner clairement, parce que, comme tu disais, poussée incroyable, même s'il perd la main, il va le flop press. Il va écraser, ouais. Et Robaken, il est pas. Bon, maintenant, il est un peu meilleur, un peu plus versatile sur la table, mais c'est pas des bonnes. Il a quel âge, Robaken? Il n'est pas tout jeune. Je sais pas, une cinquantaine. Hein. Ça joue aussi. Hein. Ouais, c'est ça, 40. Je dirais pas loin de 50. Hein. Tout le monde n'est pas Devon Lara, tout le monde n'est pas Todd Hutchings. Hein. Pas loin de 50. Ça joue, hein. Donc, moi, je mettrais Borman vainqueur. Je valide. Clairement. Mais ça peut faire un match intéressant, ça peut bloquer. Il faut voir après si Borman a la capacité de transition, mais je pense qu'il est suffisamment fort, suffisamment intelligent, suffisamment investi, tu vois, dans la discipline pour remporter ce combat-là. Mais, selon moi, ça fait quand même un match intéressant parce que Borman, vu qu'il a débuté fort, il est attendu. Tout le monde est curieux, on veut voir ce qu'il est capable de faire. Donc, on n'a pas l'habitude voilà, les gens, ils ont envie de voir les combats de Borman de fait de son début en fait, tout simplement. Ouais, exactement. Et après, il y a un autre combat. Alors ça, c'est pas sur la carte principale. Tu as une carte secondaire maintenant qu'ils sont en train de mettre en place. C'est les prélims, ce qu'ils appellent. Et donc ça va être, je pense que c'est aussi en pay-per-view, mais là ça va être en clair entre guillemets. C'est les 3 premiers matchs, ils font ça maintenant de plus en plus. Ceux qui ont gagné les tournois qualificatifs Exercice Ouest ou ceux qui veulent rentrer, qui sont non rankés, ils les font venir, et ça c'est des combats qui sont visibles gratuitement, en fait, tu vois, avant la main carte. Et là tu as Zurab Taberidze contre Sterengas, l'Israélien.
D'ailleurs, c'est bizarre que Zurab soit sur la carte d'avant, puisque c'est quand même un mec qui est classé, mais en 105. Et là, il combat à 95, c'est peut-être pour ça. C'est son premier combat à 95, je pense. C'est sûrement pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il le fait, mais bon, c'est étrange. Mais pourquoi? Parce que Sterlingas a gagné le dernier tournoi qualificatif East versus West, qui était aux États-Unis, il me semble. Je crois que c'était ça. Il a gagné, et du coup, voilà pourquoi il y a il y a ce combat-là. Intéressant, parce que Israélien n'est pas trop connu, Zurab est très connu comme athlète, c'est un athlète qui a pas prouvé son niveau, très très fort à l'intérieur, peu versatile, Zurab, on sait ce qu'il fait, c'est pas le plus technique du game, mais c'est un mec très très puissant, et donc l'Israélien est impressionnant, gros extérieur, belle poussée, difficile de prédire, parce que Zurab, on connaît son niveau, l'Israélien, il a été impressionnant, mais il n'a pas vraiment combattu de mec de l'élite encore. Est-ce qu'il a ce niveau-là? Je ne sais pas. Je verrais peut-être, tu vois, qu'il prenne le poignet à Zurab, mais que Zurab soit suffisamment fort pour flop press derrière. Je ne sais pas, c'est difficile à prédire. Et Zurab aussi revient de blessure. Il s'était fait une fracture. On ne connaît pas trop son niveau de forme parce que depuis je crois qu'il n'a pas refait. Difficile à prédire ce combat-là, mais bon, si par le palmarès et par l'expérience, et voilà, je pariais sur Zurab, mais ça peut aussi basculer de l'autre côté, on ne sait pas, il peut créer la surprise l'Israélien, mais ouais, moi c'est pour Zurab. Moi c'est toujours pour la Géorgie, j'ai envie de te dire. C'est parce que tu veux manger des Khinkali, c'est pour ça. Voilà, les Khinkali, c'est la vie, quoi. C'est ça. Mais on verra, j'ai envie de te dire. Ça peut être un combat intéressant, effectivement. Ouais. Et là, après, il y a 2 combats féminins aussi. La japonaise, Takenaka vs Sain, et Vaituke vs Sari, la lettonne. Alors, je suis moins spécialiste, par contre, c'est pas bien. Je connais le bras de fer féminin, mais c'est vrai que ces athlètes-là, je les connais pas spécialement. Je connais vraiment plus les athlètes un peu plus connus. Vaituke, je connais. Va écouter, me paraît quand même très. Les archi-favoris. Des combats qu'elle a fait précédemment, elle me paraît ultra puissante. Ouais. Pour moi, il y a moyen que ça aille, le résultat soit assez sec, quoi, entre guillemets. Sari, ça va pas, ça rigole pas, quoi, à mon avis. Et voilà, à mon avis, ça va être compliqué. Ça va être dur. Ça va être compliqué, mais c'est vrai, Sari, je connais pas, mais Touquet, on connaît, plusieurs fois championne du monde WAF, elle a déjà fait. Je l'ai vu chez les juniors, la Sari, mais c'est vrai que chez les. Moi, j'ai pas vu ses combats, mais. Bon, pour Lituanie, on verra. Lituanie, pour moi, largement, ne serait-ce que pas le palmarès, l'historique, tout ce qu'on veut. Donc l'autre, c'est une nouvelle. Alors peut-être qu'elle va créer la surprise, la Turque, on verra bien. Il est très explosif. Beaucoup de hooks explosifs. Mais en face, j'ai l'impression que va écouter trop puissant. Trop puissant. Gros poignet, gros contrôle. On l'avait vu même contre Sarah Bachmann, tout ça. Elle était. Je pense qu'elle ne pourra pas rentrer, Sari. Ouais, très au-dessus, grosse main. Et puis la japonaise. Japonaise. Pas mal, elle avait fait un combat. C'est vrai que j'ai vu son combat. Pour moi, favori, la japonaise. Ouais, mais pareil contre une jeune turque aussi que je ne connais pas. Mais la japonaise, oui, j'ai déjà vu plusieurs combats. Bien techniquement, elle est sur une série de victoires, je pense, en plus, sur les versus West. Donc, moi, j'irais pour. Très très puissante, la japonaise. Ouais, moi, j'irais pour Takenaka, forcément. Parce que je peux pas trop dire grand chose de son adversaire. Team sushi. Team sushi, parce que là. Si on reste dans dans tout ce qui est culinaire. Désolé, je suis pas avec les Doromes là. Désolé, mais la Turquie. Pourtant, on aime bien les mecs. Ouais, on aime bien, mais là, je les connais pas là. Du coup, je vais pas me risquer là-dessus. Et après, il y a encore 2 matchs de prélim aussi. Tu as le petit frère Borman contre. Dovan, contre Nikonenko, un Allemand, qui a, je pense qu'il s'est qualifié à un Open aussi, East versus West, c'est pour ça qu'il est là. Petit jeune, et le jeune Borman, c'est pareil aussi. Petit jeune puissant, les deux. Il s'était qualifié également.
Ça, on les connaît pas Ouais. on sait pas. Là, on verra ce que ça donne. Et après, il y On est là a. ils font ça pour qu'on les découvre aussi, hein, C'est ça. donc, Après, je trouve l'idée qui est pas mal, hein, tu vois, du Exercice Ouest, de mettre en avant, de faire des tournois qualificatifs, des athlètes qui remportent ces tournois-là, de les mettre en avant sur une carte prélim. ils font En leur petit free, chemin. Ils font ouais, leur chemin. en free access aussi, ça permet aux gens, tu vois, eux, ça fait un petit appât, c'est-à-dire que tu as un free access et puis après, boum, le live se coupe et faut passer au pay-per-view. Donc ouais, stratégiquement, c'est bien fait, ça donne l'opportunité, tu vois, à des athlètes de se faire voir et aussi ça donne une réelle valeur au tournoi qualificatif Exercice Ouest. Parce que de mettre cette deuxième carte un peu de prélim, c'est toujours intéressant parce que avant, même quand tu gagnais les tournois Exercice Ouest, etc., tu devais rentrer sur la carte principale. C'était assez compliqué. C'était pas garanti même en remportant un tournoi Exercice Ouest, de pouvoir être sélectionné parce que les cartes sont déjà denses, il y a déjà des athlètes qui sont déjà là. Donc c'est une très bonne idée, tu vois. Et quand ton athlète perce, voilà, tu peux après le faire passer sur la carte principale, quoi. Et puis un autre combat en lightweight aussi, c'est Oroya Bienski vs Savrashvili. Oroya Bienski, c'est comment il s'appelle lui sur les réseaux là. Il y a un autre nom. Je les connais pas du tout. Si, c'est un gars qui est mince, j'ai oublié son blaze là. Il est pas mal présent sur les réseaux, il est pas mal du tout. Et le géorgien aussi, j'ai pas vu trop de combats de lui, mais par contre j'ai vu pareil, il est présent sur les réseaux. J'ai vu quelques lifts pour des mecs de lightweight, c'est quand même vraiment impressionnant ce qui bouge comme poids. Après il faut voir ce que ça donne sur la table. Il y a plus un mec qui hook contre un mec extérieur. À voir, je pense que. Ça, c'est les combats qu'on aime. Ouais, voilà. Combat de style. Celui qui va imposer son style va pouvoir remporter le combat, à mon avis, là-dessus. Et voilà, ça, on a fait le tour, mais il reste le main event. Larat, Laletine, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça va être dur. Ça va être dur, je pense. Peut-être s'il surprend avec la vitesse, Laletine, Ouais. peut-être en presse. Parce que on sait que Devon Larratt n'aime pas les presses. Laletine a pu démontrer dans le passé qu'il savait presser. Il a l'avantage d'avoir des leviers très lents, donc il peut presser loin, même si Devon s'éloigne. Je pense qu'il peut surprendre parce que des vidéos que moi j'ai vues de Laletine, elle a l'air extrêmement en forme quand même. Tu m'aurais dit avant, je t'aurais dit Devon Larratt tout de suite. Mais là, vu la shape qu'il a, Laletine, sa vitesse, sa puissance, peut-être qu'il peut surprendre, contourner, on va dire, ce King's Move et cette pronation de Devon Larratt. Mais à voir. Je sais que dans tous les cas, ça va pas être un combat facile. Laletine lui-même le dit, le souligne. Hein. À voir, je suis, on va dire, si tu me demandes d'un point de vue style, vu que Laletine c'est ma copie en termes de, en termes de top roll, pour pas dire en termes de coupe de cheveux et de barbe. C'est ça. Il y a quelque chose. Ça, Ouais, clair. ouais, et de taille aussi. Ouais, la taille aussi, même s'il est un tout petit peu plus grand. Ouais. Mais Devon Larratt, compliqué quand même. Devon Larratt, il nous a appris à se méfier. Il nous a appris, à part contre Saginashvili, il a tendance en général à gagner le Larratt avec son King's Move et ses pronateurs incroyables. À voir. Qu'est-ce que t'en penses, Nick? En fait, le combat à gauche, parce que Laletine est assez proche, hein, gauche-droite, pas un gros delta, même si je pense que son bras droit est, en tout cas sur certains axes, il est plus à l'aise à droite, il doit le dire d'ailleurs. Je pense que j'avais déjà une interview où il disait, mais il n'y a pas un gros delta entre gauche et droite. Alors que Larratt, il y a quand même s'il a des axes forts aussi à gauche, c'est pas le même poignet, c'est pas le même bras surtout, il s'ouvre plus et surtout c'est pas le même King's Move. En fait, la grosse différence qu'il a entre gauche et droite, c'est le King's Move qu'il n'arrive pas vraiment à placer à gauche parce que le bras s'ouvre beaucoup trop, il n'a pas les mêmes raideurs et pas la même calcification. Ouais, voilà, exactement. Il peut pas placer le King's Move exactement pareil, donc il bloque beaucoup plus bas. Donc ça marche beaucoup moins bien. Et on voit que malgré ça, Laletine a été en difficulté. C'est-à-dire que moi, bien sûr, j'avais parié sur la victoire de Laletine à gauche.
J'étais sûr qu'il allait gagner, mais je pensais qu'il allait gagner beaucoup plus facilement que ça. Ça a été dur, mine de rien. Il perd son poignet, Larat il est là, sauf que comme Larat il ne peut pas caler son King's Move comme à droite, la presse de l'Aletine fait la différence derrière. Et puis après, il s'épuise vite. Après, tu vois que Larat, tu vois, il a subi vraiment ouvert. Puis après, à la fin, l'Aletine domine parce que il était à la rupture, tu vois, Devon. Et donc l'Aletine se fatigue beaucoup moins, Devon beaucoup plus. Et je pense que si le combat, et ça risque d'être ça, le combat risque d'être dans un peu la même forme qu'à droite, sauf que là, Larat sera beaucoup plus endurant, va l'arrêter beaucoup plus haut, et je pense pas que la transition presse suffise à l'Aletine pour passer. Peut-être sur un combat, peut-être comme tu disais sur la vitesse, il peut prendre 1, 2 rounds, mais alors c'est pas un title shot, donc c'est sur 3. Donc ça aurait été sur un title shot 4 rounds, enfin sur 7 rounds et à 4 victoires. J'aurais mis Larat 100%. J'aurais pas vu l'Aletine gagner là-dessus. Là, faut voir. Mais bon, pour moi, c'est Larat qui est favori. De part, surtout, la physionomie du match bras-gauche. Selon moi, je pense que ça a nuancé. Parce que en fait, l'Aletine, il n'est pas pareil aussi entre la gauche et la droite. À droite, il a beaucoup plus de hook. Beaucoup plus de, je te dis ses paroles, hein. Beaucoup plus de ses paroles, les paroles de ses partenaires d'entraînement, beaucoup plus de hook en fait. Plus versatile quoi. Voilà, il a plus de hook, il a plus de poussée à droite. Ça peut, lui aussi il a une différence on va dire entre gauche et droite. Et il y a autre chose aussi. Pas tant dans le poignet que ça, tu vois. Et pourtant tu vois que le poignet saute, tu vois. Je pense que le poignet va sauter aussi à droite, tu vois. Et après, le fait qu'il fasse flop press et qu'il y a plus de poussée à droite, peut-être ça va le sauver. On va dire que Devon Larat, certes, il n'est pas pareil entre la gauche et la droite, mais l'Aletine non plus. Donc on va dire plus ou moins ça les équilibre à ce niveau-là. Il y a autre chose aussi. Devon Larat, il a montré quelques faiblesses quand on le voit son combat avec Kordesha. L'endurance, le non-limite, c'est pas le non-limite qu'on a connu avant. C'est-à-dire que connaît l'Aletine, il est connu pour être très endurant aussi. Si le combat est dur, il est plus jeune aussi, l'Aletine. Faut pas oublier, ça joue sur l'endurance. Devon Larat, il n'est pas tout jeune, je sais plus quel âge il a. 49, voilà. 48, tu sens que l'endurance, voilà, ce sera pas forcément à son avantage. C'est pour ça, en fait, c'est un combat. Il est intéressant et d'autant plus intéressant parce que voilà, ils ont leurs qualités, ils ont leurs faiblesses, on ne sait pas trop. On peut mettre 5-10% sur l'un, 5-10% sur l'autre. Pour moi, ça ne sera pas forcément un combat 3-0, 4-0, tu vois. Ça sera peut-être plus serré que le bras gauche, justement. Tu vois, à gauche, ça a été bien que Larat ait posé quand même des difficultés à l'Aletine. Ce sera serré, ça c'est sûr. Ça a été un combat à sens unique. Tu vois, bras gauche, on a vu que l'Aletine était pas en contrôle, mais dominait le combat sur les 4 ans. Même si Devon lui a posé des difficultés, je pense qu'à droite, par contre, ça va être beaucoup plus, ça va jouer beaucoup plus, tu vois. Ça va être plus serré, mais ouais, comme tu dis, ça peut aussi basculer du côté de l'Aletine. Mais ouais, moi, je mettrais quand même Devon favori. Allez, pour équilibrer le débat avec toi, je mets l'Aletine victorieux. Ça peut clairement, il peut clairement gagner ce combat-là, ça c'est sûr. Là, j'y pariais pas, je vais pas y parier mes économies sur ce combat-là. Et d'un point de vue culinaire, pour rester sur la cuisine, je suis beaucoup plus pilmeni russe que le sirop d'érable, j'ai envie de te dire, sur les crêpes. Tu vois. Surtout que voilà, pour la protéine, c'est un peu mieux quand même les pilmeni, les raviolis à la sibérienne, quoi. D'ailleurs, en parlant de sirop d'érable, il y a mon combat contre l'autre Canadien. Voilà, on va en parler, ça c'est sûr. C'est un combat que je voulais déjà depuis un moment. Contre Mad Mask, vous le connaissez, c'est un athlète légende de notre discipline, hein, très, très, très bel athlète.
Très impressionnant à voir, hein, tu vois, toujours très expressif avec, voilà. Un peu trop insultant aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Le petit c'est truc vrai. à l'américaine Ouais, que j'aime ah pas ouais, lui, trop. c'est à l'américaine à fond. Va y avoir du spectacle, donc What the fuck? voilà, what the fuck, je suis pas sûr qu'il le dise, hein, à mon avis, il va rien dire du tout. Il va se calmer directement. Ouais, Je vais lui parler en français et en russe, et puis ouais. c'est tout ce qui va se On va passer. dire vive le Québec libre. Quoi. Voilà. C'est tout ce Ouais, non, ouais, clairement, c'est un combat super intéressant, même au niveau du style. Voilà, il va falloir s'adapter à cet adversaire-là. Bon, clairement, je pense que j'ai les clés pour le battre. J'aurais aimé que la prépa se passe autrement. C'est pas une prépa idéale pour moi, mais bon, on a C'est toutes ça, toutes les contraintes. faut savoir, hein, les gars. Emric, certes, est un combattant, un ferriste dit professionnel. Il est professionnel parce qu'il est dans une ligue professionnelle qui, on va dire, qui récompense ses adversaires. Mais il y a très peu de ferristes qui font que ça, Ouais. qui font que du bras de fer. C'est pas le cas de Emric. Emric a un travail à côté. Je suis bien placé pour le savoir parce que je bosse avec lui. Beaucoup de boulot, peu de temps de préparation. Il aurait aimé faire une meilleure prépa. C'est pas forcément la meilleure prépa qu'il a eue. Mais voilà, il y a eu on va dire, il y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On va dire, cherché et trouvé des solutions. Ça va pas être forcément un combat facile. Je pense qu'Emric est d'accord avec moi. Mais c'est un combat qui va se faire. Il faudra être vigilant. Il peut tout arriver le jour J. On reste des êtres humains, hein, on est à l'abri de rien, mais on espère, si Dieu veut, tout va rouler. Il y aura les connexions qui seront là. Et moi, qui s'est entraîné avec Emric, je sais que si les connexions sont là, si on va dire la Wi-Fi est présente comme l'entraîne Emric. Moi, samedi par exemple, j'ai un petit peu tenu Emric. Il fait tout aussi mal au niveau, on va dire, au niveau de mes ligaments comme il faisait avant son combat avec, par exemple, Robbie Topi ou Breda. Je pense que Emric, il est modeste. Il va pas forcément se mettre en avant comme moi je l'aurais mis, parce que moi j'ai ressenti, j'ai vu. On a toujours ce côté humain à dire la prépa, elle n'était pas au top. En fait, en réalité, je pense qu'elle sera jamais vraiment au top, la prépa, Oui, c'est sûr. parce qu'on veut être perfect, qu'on veut être à fond. Moi, tu me demandes, j'ai jamais eu la meilleure prépa de ma vie. Et pourtant, il y avait des prépas meilleures que d'autres, etc. Enfin bref, Emric, dis-moi ce que tu en penses Ouais, non, en quelques termes. Ouais, t'as totalement raison. Ouais. Donc, on a fait avec ce qu'on a pu. Je pense que ça sera suffisant pour Matt. Mais ouais, clairement, ça va être un combat difficile. Moi, je m'attends à ce que ça soit très compliqué. Que Matt ait un avantage pour initier le combat, ne serait-ce que par rapport à nos morphologies qui sont très différentes, de son style de combat. Mais comme tu disais, et je l'espère, et normalement on va essayer, on met tout en place pour que ça se passe bien. Si je me connecte comme il faut et que j'ai les timings qu'il faut, voilà, moi je me vois remporter ce combat-là. Certes, Matt Mask, bon, c'est quelqu'un qui a un gabarit proche du mien, voilà, avec une main très forte, de la poussée, il est versatile. Mais on sait, Emric, tu sais rentrer en hook, tu as cette capacité, on va dire ce savoir-faire-là. Il a démontré à plusieurs reprises le Matt Mask quand on le rentre un peu bas, il aime pas trop ça. Je pense que ça va être la brèche à exploiter. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher en hauteur avec lui, il faut rentrer bas. Après, tu peux tenter, Emric, c'est pas comme si tu avais un combat, mais je pense que la première technique, selon moi, que tu devrais essayer, c'est de le rentrer tout de suite et essayer de le sécher sur le premier round. Parce que c'est quelqu'un qui, il prend très vite la confiance. Si tu arrives à le rentrer, à lui mettre un doute, c'est fini, il
il sera moins là. Tu Ouais, après il va déjouer un petit peu comme avait fait Breda aussi quand il voit qu'il n'y a qu'une solution et qu'elle n'est pas forcément facile à avoir. Après il déjoue un petit peu, ils font des fautes aussi. Donc c'est plus facile à jouer là-dedans. Et c'est vrai que voilà, avec la prépa que j'ai eue, je me sens moins à l'aise en extérieur en ce moment. Quand la première prépa contre Roby Topi, j'étais bien, je me sentais super bien à extérieur. On l'a vu d'ailleurs, Roby l'a vu aussi également. Et là, on va dire, ouais. Non, non, Roby, justement, il l'avait pas vu. Là, je pense qu'il n'a pas tout vu. Hein. Il avait dit, il n'avait pas trop reconnu cette défaite. Je lui ai envoyé les replays sur YouTube parce qu'il n'a pas tout vu, je pense, pendant le combat. Ouais. Et donc, ouais, je vais pas opter je vais pas opter pour la même stratégie. Ouais, ça va être plutôt, oui, je suis dans ce sens-là. Après, on verra l'échauffement, comment je me sens. Tu me diras aussi comment je me sens, parce que c'est toi qui vas m'échauffer. Et après, bien sûr, il y a toujours une part de, voilà, qu'est-ce que je vais ressentir à la table, comment lui va se placer, voilà, quel est son plan. Après, je pense que Manma, c'est pas un mec voilà, comme les Américains, il arrive avec son style de jeu, il pense être dominant. Et je pense qu'il va arriver clairement, il va faire ce qu'il fait comme d'habitude. Et après, peut-être que justement, il va changer un peu de style de combat en fonction des contraintes que je vais lui mettre. Et là, ça sera intéressant de voir comment nous deux, on va s'adapter au combat. Mais il a montré de belles choses contre Kanichenko, il a été assez impressionnant. Et on l'a vu même très fort à l'intérieur. Parce que même si Kanichenko le bat quand il rentre, c'est pas facile pour Kanichenko. Tu vois que Mamasque est vraiment là. Et Kanichenko a dû quand même bien travailler pour le battre à l'intérieur. Ça n'a pas été si facile que ça. Il a été un peu. Il n'avait pas l'air très présent, le Kalina qu'on connaît non plus. Bah, après, il m'a paru un peu fébrile, on va dire. Ouais, mais son bras gauche, il est un peu plus fébrile qu'à droite, mais il est très puissant. Une fois qu'il est placé, on l'a vu. Qu'il se fasse surprendre un petit peu à l'extérieur, tout ça, c'était pas non plus inattendu pour moi. Mais le fait que quand il arrive à se setup et se connecter, voilà, ça reste un animal, hein, Kanichenko, il est hyper puissant. Et son bras gauche est très fort, même s'il n'est pas, c'est pas aussi fort qu'à droite, mais pour m'être entraîné avec lui, il a vraiment, il me disait que son bras gauche avait bien rattrapé son bras droit. Mais je crois qu'il manquait énormément de side par rapport à son droit. En fait, la side, il m'avait dit manque de side. Ouais, il manque de poussée, et surtout, en dehors de la poussée, il manque de connexion, parce que c'est quelqu'un qui s'est blessé gravement au bras gauche il y a 5-6 ans, et tu sens qu'il a, voilà, il joue pas du tout pareil, il joue en retrait, tu vois, il part pas, il n'ose pas pousser parce que. Mais ce qui va gêner Matt-Masque, selon moi, ouais, justement, c'est ta poussée. Ouais. Et toi, tu pousses beaucoup plus que Kalina à gauche. Ouais. Tu pousseras plus fort. Le poignet, il est là. Tu as un poignet fort. Je pense que Matt-Masque, l'erreur, c'est justement de le laisser s'installer. Ouais. Et comme tout top roller, hein, moi y compris. Quand on n'est pas gêné dans la poussée, on est à l'aise. Après, on travaille sur le poignet, on travaille sur la hauteur, on monte, comme ça, on casse le poignet. Là, si tu le pousses, que ce soit en top roll ou en demi-top roll, ou si tu le, on va dire un high hook, ou tu presses, tu vois. Ou tu le presses, ou tu le cup, chose que tu sais faire. Selon moi, c'est un combat arrivé le jour J psychologiquement bien prêt, déterminé, avec la rage au ventre, avec Vive le Québec libre. Je pense qu'il y a moyen de. Une grosse prépa mentale. C'est pour toi, Emric. Il faut que tu ailles le chercher. C'est toi qui auras le dernier mot. Nous, on est tous derrière toi. Il faudra y aller. Je vais y aller comme d'habitude. Après, ça va se jouer beaucoup. Comme tu dis, visualisation, concentration. Je sais faire. Et il faudra être là pour arracher la tête. De tout ce qui peut gêner. Le jour J, on y va au mental, quoi qu'il arrive. Et il ne faut pas oublier, les gars, on a tendance, moi y compris, à l'oublier. On a en face de nous un être humain. Il a des doutes, il a des faiblesses, il a parfois des prépas, peut être pas en forme, et peut être mal préparé comme nous, on peut l'être. Jusqu'au bout, tant que le match n'est pas terminé, le combat n'est pas fini. Il faut s'en souvenir, il ne faut pas l'oublier. On a tendance souvent à l'oublier ça. C'est ça. Et ça peut faire la différence. Non, tu as tout à fait raison. Et après, avant le combat, la pesée, qui va pas être facile. Mais ça va, un petit water cut à faire.
mais ça devrait le faire. Ouais. À voir. N'hésitez pas à prendre un pay-per-view. Oui, Les Français. Code Emric, hein, c'est important les gars. Code Emric, soutenez Emric. Alors déjà pour me soutenir, mais pas que. Pourquoi? Pour soutenir, en fait, vous allez, à travers moi, en fait, vous soutenez vraiment tout le bras de fer français. Pourquoi? Parce qu'en fait, les organisateurs voient d'où viennent les pay-per-view. Et s'ils voient qu'il y a des pay-per-view qui sont pris massivement depuis la France, donc via un code Emric, ils vont savoir que le public français est intéressé par des athlètes français au East versus West. Et ça va ouvrir des portes aux autres athlètes. Hack, bien sûr, à côté de moi, tu as Alan, tu as Bastien, Ethan, voilà, qui sont les principaux ici en France. Ça va faciliter le choix des organisateurs. Bien sûr, il faut qu'ils fassent des perfs pour rentrer. Ils ont le niveau pour le faire, il faut qu'ils fassent encore quelques perfs. Mais même avec les perfs, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence qui est énorme. Et donc l'organisateur, à perf égal, il va choisir qui? Il va choisir un pays en général qui est intéressant au niveau de l'organisateur parce qu'il sait que cet athlète-là va générer du pay-per-view. Donc, voilà, à travers ça, vous soutenez le bras de fer français. Le bras de fer français, en fait, voilà, tout simplement. Et potentiellement, peut-être un jour aussi, de voir le East versus West venir en France parce qu'ils voient un engouement certain à la discipline ici et un intérêt à organiser ça en France. Je vous donne un exemple, les gars. Il y a énormément d'athlètes en Géorgie, au Kazakhstan, en Russie, mais on n'en voit pas tant que ça en Est versus Ouest. Pourquoi on ne les voit pas tant que ça? Parce que ces pays-là n'achètent pas de pay-per-view. Il y a beaucoup de piratage, il y a beaucoup d'utilisation de combats en streaming. Il y a des sites énormes qui comme Netflix, mais on va dire couleur un peu pas très légale et couleur locale, qui vont mettre ces combats-là. Et du coup, les organisateurs de Est versus Ouest, ou même dans les autres organisations, comme par exemple l'UFC, ils ne sont pas intéressés par ces combattants-là, malgré leur qualité et très souvent même leur supériorité athlétique dans les sports donnés. Et ça, c'est dommage. Si demain, vous voulez que les athlètes comme Emric, d'autres athlètes français, soient appelés, soient mis dans des combats intéressants, qu'ils aient du poids pour négocier, etc., il faut que vous soutenez le bras de fer sportif français. Arrêtez de chercher des pay-per-view gratuits, arrêtez d'attendre que YouTube, il y a une vidéo, un extrait qui sort. Sortez ces 20-30 euros de votre poche, investissez. C'est votre passion. Normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que le bras de fer vous intéresse. Il faut soutenir, les gars. On ne le dira jamais assez. Voilà. Exactement. Pour rebondir dans ton sens, pour parler du foot, qui est le sport numéro 1 dans le monde, pourquoi aussi le foot génère autant d'argent et c'est le sport numéro 1? Parce que les supporters de foot sont les premiers consommateurs de leur discipline. C'est les meilleurs c'est les meilleurs consommateurs qui existent, entre guillemets, parce que quand ils aiment leur discipline, ils vont investir en discipline, ils vont acheter l'abonnement chez Canal, etc., pour voir les matchs de foot. Voilà. Et, les chaînes de sport, les chaînes de sport, etc. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir le foot qu'on connaît. Alors, bon, le bras de fer, on n'en est pas là, mais c'est vrai que parfois, alors, pas tout le monde, heureusement, mais il y a une tendance, comme tu disais, à ceux qui aiment ce sport-là, qui le pratiquent ou qui l'aiment à regarder en tant que amateur et fan de la discipline, de pas le soutenir, en fait, tout simplement, de visionner sans participer. Être très passif, il y a un côté un peu... Et ça, c'est... J'aime pas être catégorisé, mais voilà, faut pas être radin si vous êtes passionné, si vous aimez vraiment. Même quand vous le regardez à plusieurs, moi qui suis athlète East versus West et que j'ai pris l'abonnement également à l'année, parce que ça permet aussi de soutenir l'organisation, ok, même si je suis payé par l'organisation pour faire les choses. Tu soutiens, et même si quand je vais regarder un combat chez quelqu'un, même si c'est lui qui a pris le pay-per-view, il faut que tout le monde ait pris le pay-per-view, même si vous le regardez à 10. Voilà, c'est pas un qui prend un pay-per-view et vous le regardez à 20, parce que tout ça compte, en fait, au final, comme on disait,
vous soutenez le sport en général et vous allez soutenir le bras de fer français. Et voilà, c'est important. Il y a 1000 licenciés dans le bras de fer. Ça. Il y a 1000. Il faudrait qu'il y ait au moins 1000 pay-per-view. Au moins 1000 pay-per-view en France. Qui viennent de France. C'est le minimum. Ce qui n'est pas le cas. Surtout quand vous êtes des athlètes, n'oubliez pas que les combats, il faut les analyser. Il faut étudier les techniques. Il faut voir comment les athlètes se placent, comment ils startent. C'est des choses que vous devez étudier, vous devez mettre des ralentis et regarder. Surtout quand vous payez ces abonnements-là, ces vidéos, vous avez constamment accès. Vous avez un compte. Ouais. Aymeric le fait, moi je le fais. Vous analysez, vous regardez. Voilà. Minimum devrait y avoir 1000 abonnements. Et s'il n'y a pas 1000 abonnements, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes trop jeune, c'est les parents. Demandez à vos parents. Vous demandez bien. C'est comme une place de cinéma. Hein. Exactement. C'est quasiment le même prix que maintenant, parce que les places de cinéma sont quand même relativement chères. Exactement. Je crois que c'est à peu près le même prix qu'aller faire une soirée cinéma, ce qui n'est pas excessif, quoi. Exactement. Et puis c'est plus long que le cinéma. Hein. Enfin, je veux dire, c'est 5-6 heures de show. Si vous avez une licence, c'est quand même vous êtes intéressé un minimum par ce sport. Donc voilà, les gars, faut changer les mentalités. Faut participer. Quand on met assez en priorité, quand on cherche, on trouve les moyens, les gars. Exactement. Pourquoi aussi tu vois, ce sport-là est centré nord-américain. Bien sûr, il y a des athlètes exceptionnels là-bas, il n'y a pas de débat. Mais c'est parce que les fans de ce sport-là sont les premiers consommateurs. C'est là où ça consomme le plus. C'est-à-dire que quand les Américains ou les Nord-Américains sont passionnés de quelque chose, sans hésiter, ça consomme, ça achète du pay-per-view. Ils ont cette culture-là. Ils ont cette culture, surtout quand le show est de qualité. On ne vous demande pas de donner de l'argent pour donner de l'argent. Vous avez un service qui est de mieux en mieux et qui commence à vraiment, là maintenant, on est sur les standards des sports professionnels dans des plus grosses disciplines mondiales. Hein. On est vraiment sur des qualités de production qui sont vraiment tip-top. Quoi. Et j'ai envie de te dire, si vous voulez que ce service soit de mieux en mieux, on va dire ça passe par les fans, hein, par les passionnés, par les abonnés. C'est comme ça que tout sport a commencé. Le foot a commencé comme ça, le rugby a commencé comme ça, le judo de la même manière. Si on veut un sport professionnel propre et spectaculaire, le nerf de la guerre, ça reste toujours l'argent. Et c'est les gens qui investissent derrière. Ouais, c'est ça qui fait la force, de tout en fait, hein, d'un pays, d'une discipline, d'une entreprise, etc. Aymeric, est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais ajouter? Non, là pour ce troisième podcast de l'heure de la side. Là rien, j'ai faim. Donc là on y est bientôt. Là on a parlé pas mal de cuisine quand même. On a parlé, mais là je peux pas manger là jusqu'à vendredi, les gars. Ouais. Là on est quoi? On est mercredi soir. Ouais. Et jusqu'à vendredi, là, c'est terminus. Hein. Faudra être fort, Aymeric. Ça fait partie. Ça fait partie, mais ça fait partie de la vie d'un athlète quand tu vas te préparer. De la voie du guerrier, ça fait partie, j'ai envie de te dire. C'est la prépa d'avant-match. Mais quoique, des fois, tu vas pas manger ce qu'on dit, tu vois, quand tu as le ventre vide, tu as l'esprit aiguisé. Exactement. Voilà. Tu as moins d'énergie qui part dans la digestion aussi. Ouais, je peux perdre du volume, mais le volume est encore là. Ça va. Ça va revenir vendredi soir. C'est solide, les gars. Les gars, moi, je vais finir ce podcast. Je vous rappelle, hein, on a quand même lancé avec Raphaël une belle marque qui s'appelle Armes Légende. Voilà, on a offert une petite casquette. Merci petite pour la casquette, pas de problème. On sera là pour soutenir. Toujours besoin des casquettes. Tout à fait. C'est important pour les cheveux. Voilà. On va venir te soutenir. C'est normal quand même, Aymeric, quand t'offres cette casquette, et t-shirt, etc. D'ailleurs, en parlant de t-shirt, il y aura une nouvelle que vous voyez ici, brodée. Nouvelle gamme de t-shirts, les gars, au FIBO. On aura un stand ce vendredi, samedi, dimanche. Franchement, le t-shirt, je vous le recommande. Si vous êtes là, vous viendrez regarder, si vous voulez acheter. Les bars seront en stand aussi. On va ramener pas mal de bars. Bon, c'est surtout pour les locaux, hein, mais si vous êtes... tous ceux qui regardent, vous êtes intéressés, vous pourrez prendre votre bar aussi. Et dans tous les cas, les gars, le plus important, venez soutenir Aymeric.
Ça reste la mission numéro un de ce week-end-là. Ce sera pas le FIBO, ce sera pas Armes Légende, ce sera Emric, la future légende, et déjà la légende du bras de fer sportif français. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. N'oubliez pas que le travail et la détermination payent. Force et honneur. Mon ami, bienvenue sur la chaîne Bras de fer sportif. Es-tu abonné? N'oublie pas de liker et de commenter mes vidéos. Abonne-toi. J'hésite. Ok, ça va, ça va. Bon visionnage.